Bonjour, bonjour chers amis et bienvenue à nouveau sur notre page YouTube. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. Aujourd'hui, on continue notre petit voyage autour du système de charges publiques. Ce nouveau système qui désormais encadre la procédure de demande ou d'obtention de visa, de green card pour les États-Unis. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit que dans la dernière vidéo, je vous ai dit que ce nouveau système est entré en vigueur depuis le 24 février 2020 et que toute personne qui a fait une demande à partir de ce jour et pour le futur désormais sera soumise à toutes ces personnes seront soumises à ce nouveau système. Alors, le but de mes vidéos ici depuis les deux dernières vidéos, c'est pour partager avec vous le peu d'informations que j'ai pu glaner ça et là de la part à partir des sites officiels, le USCIS ou alors le National Visa Center ou alors le département d'État ou alors des informations que j'ai pu glaner à partir des avocats d'immigration, ainsi de suite. Je viens partager avec vous toutes ces petites informations tout humblement, mais de façon simple pour que la nouvelle situation soit un peu plus abordable pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées ou qui sont prêtes à se décourager parce que le nouveau système impose beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et ça présente beaucoup de pièges dont beaucoup de gens ne semblent pas maîtriser. Il faut rappeler ici que le gouvernement américain, en adoptant ce système de charge publique, a décidé de lancer un écran de fumée qui parle beaucoup plus, qui met au devant la scène la responsabilité du gouvernement américain par rapport aux immigrants aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il présente beaucoup plus quand vous entrez avec les papiers, quand vous entrez avec les papiers officiellement, quels sont les avantages auxquels vous vous exposez, que vous allez bénéficier, ainsi de suite. Voilà pourquoi ils insistent, ils justifient le système de charge publique par cet argument-là. Mais en fait, ce sur quoi vous devez porter beaucoup plus attention, c'est les critères désormais, les critères d'évaluation que l'officier consulaire a désormais entre ses mains. Ce pouvoir discrétionnaire remis entre les mains du conseiller consulaire qui lui permet désormais, après une évaluation, de décider de vous donner ou de ne pas vous donner un visa. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui est de parcourir l'un de ces critères parce qu'il faut rappeler ici, on l'a dit dans la dernière vidéo, il y a désormais 5 principaux critères d'évaluation. Il y a en fait 6, mais il y a 5 nouveaux critères. Il y a le critère d'âge, qui est désormais un critère d'appréciation, le critère santé ou les conditions de santé, deuxième critère, le critère ressources, actifs, situation financière, troisième critère, critère situation familiale, quatrième critère, critère compétences et éducation, ça c'est le quatrième critère, et puis le cinquième critère, je crois que j'ai cité 5. Mais le sixième est celui qui a toujours été là, le critère de l'affidavit of support, donc le soutien, les capacités financières de celui qui était censé vous recevoir, vous héberger aux États-Unis. Donc, désormais, notre but dans la série de vidéos qui arrive, c'est de break down, d'expliquer un tout petit peu, de s'attarder un tout petit peu sur chaque critère. Comment est-ce que vous pouvez vous préparer, ou alors quelles sont les hypothèses d'évaluation, quelles sont les potentielles questions qu'on va vous poser, quelles sont les potentielles informations que le conseiller consulaire attendra de vous et comment est-ce que vous pouvez vous comporter, vous pouvez vous conduire personnellement pour ne pas tomber dans ces pièges que ce conseiller-là aura dans son pouvoir discrétionnaire. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par l'âge. Et la principale question ici est de savoir votre âge sera-t-il un motif? Votre âge est-il susceptible de vous empêcher d'avoir votre visa?
Ou alors votre âge sera-t-il susceptible de faire de vous une charge publique aux États-Unis? Et la question derrière, sous-jacente, c'est est-ce que votre âge vous donne assez de capacité, assez d'habilité pour pouvoir travailler? Donc, vous voyez que la question de l'âge est directement liée à la question de l'emploi. Et vous vous rappelez que les 5 critères que j'ai cités, il n'y a pas l'emploi qui ressort là-dessus. Voilà pourquoi on parle d'écran de fumée. Cette question d'âge est directement liée à l'emploi. Et j'ai préparé là, j'ai relevé ça et là des questions, 8 questions auxquelles vous personnellement qui aspirez à faire une demande de visa ou bien à faire une extension ou à faire un changement de statut, quoi que ce soit, vous devez faire ce petit exercice chez vous et trouver les réponses à toutes ces questions et puis avant d'avancer par rapport à votre âge. Donc, si vous permettez, je vais lire chacune de ces questions et puis vous-même, vous allez vous auto-évaluer. Donc, la première question, c'est est-ce que dans l'ensemble, toutes ces questions concourent essentiellement à demander si votre âge sera un facteur positif ou négatif pour votre demande de visa, pour votre procédure. Alors, la première question, c'est quel âge avez-vous? À ce niveau, cette première question, quel âge avez-vous? Le gouvernement américain a bien établi les choses. Vous êtes âgé entre 18 et 62 ans, vous devez avoir un job ou alors vous devez avoir un emploi à temps plein. Vous pouvez être un étudiant à temps plein ou alors vous avez une excuse médicale. Ça, c'est les trois premières conditions, les 3 principales conditions de cette catégorie-là. Vous êtes entre 18 et 62 ans et c'est la majorité de personnes qui sollicitent le visa aux États-Unis c'est leur tranche d'âge. Ça, c'est pour l'âge. Maintenant, si vous êtes en deçà de 18 ans, vous pouvez être étudiant à temps plein toujours, mais vous devez justifier du support d'un parent ou des parents, du support financier de ses parents. Vous êtes au-delà de 62 ans, vous pouvez dire, OK, je suis peut-être déjà plus fatigué pour travailler, j'ai déjà peut-être perdu mes moyens, mes capacités, ainsi de suite. Mais au moins, j'ai un titre foncier quelque part, j'ai des valeurs, une maison qui coûte telle ou telle valeur, j'ai telle ou telle épargne, ainsi de suite. Ou alors j'ai des conditions sanitaires qui me permettent pas de travailler, ainsi de suite. Ça, c'est pour la première question, l'âge. La deuxième question, c'est as-tu un emploi? C'est-à-dire que si vous répondez que vous êtes âgé entre 18 et 62 ans, la question c'est as-tu un emploi? La réponse à cette question dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes âgé entre 18 et 62 ans, si vous êtes dans votre pays d'origine par exemple, vous devrez avoir un emploi. Ou alors, les critères que j'ai cités, vous devez avoir un emploi, ou alors vous êtes un étudiant à temps plein, ce qu'on appelle full-time student. L'autre question est, l'autre hypothèse est si vous êtes à l'intérieur des États-Unis, et c'est exactement la même chose, soit vous travaillez à temps plein, soit vous êtes étudiant à temps plein. Donc vous n'allez pas faire une demande, vous n'allez pas faire une pétition, bien alors une demande d'extension de séjour, bien une demande de changement de statut, pendant que vous êtes âgé entre 18 et 62 ans, vous n'avez pas d'emploi, ou alors vous n'allez pas à l'école. On s'arrête à ce niveau-là. Donc vous répondez à cette question. La troisième question est, reçois-tu du soutien financier des parents? Ça, c'est pour les enfants qui sont en deçà de 18 ans. En dessous de 18 ans. En dessous de 18 ans, ils devraient pouvoir avoir, c'est-à-dire que si moi, j'ai mon fils en Afrique et que j'aimerais le faire venir, qu'il soit âgé de moins de 18 ans, je dois pouvoir me rendre garant que, OK, c'est mon enfant, il a que 18 ans, il n'a pas un emploi. Voici mes capacités financières, ainsi de suite, qui pourront me permettre de le soutenir ici quand il va venir, de le prendre en charge. C'est la troisième question. La quatrième question, es-tu étudiant à temps plein? Es-tu étudiant à temps plein? Rappelez-vous, on a dit première question, quel âge avez-vous si vous êtes entre 18 et 62 ans? Avez-vous un emploi? Recevez-vous de l'aide des parents? Ou alors, êtes-vous étudiant à temps plein? Ça, c'est la quatrième question. Parce que il ne faut pas aller, si vous êtes à l'intérieur des États-Unis, si vous n'avez pas d'emploi, vous devez automatiquement être étudiant à temps plein.
À temps plein ne veut pas dire à temps partiel, ça veut dire pas un statut d'étudiant à temps partiel. À temps partiel, ça ne passe pas. Ça a été énuméré dans le texte. Vous devez être que full-time dans une activité, soit à temps étudiant, soit en travail. Cinquième question, si vous êtes au chômage, c'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis, vous êtes âgé entre 18 et 62 ans et que vous n'avez pas d'emploi, est-ce que vous avez une offre d'emploi? Est-ce que vous ne travaillez pas? Est-ce que vous êtes dans une logique de trouver un emploi? Est-ce que vous avez une offre d'emploi? Et tout ceci se justifiera bien sûr par peut-être une lettre d'offre d'emploi ou bien une promesse d'emploi d'un employeur. La même chose pour ceux qui sont hors des États-Unis. Sixième question, as-tu eu un job les 3 derniers mois? Il n'y a aucune explication pour que vous soyez âgé entre 18 et 62 ans et que vous n'ayez pas un passé professionnel. À moins que vous soyez encore étudiant, à moins que vous ayez une exonération sanitaire ou que vous ayez d'autres raisons, mais qui doivent être justifiées. Septième question, es-tu retraité ou alors tu ne peux pas travailler? Es-tu retraité ou alors tu ne peux pas travailler? C'est pour ceux qui sont au-delà de 62 ans, peut-être que vous êtes à 64 ans, vous pouvez plus, vous êtes déjà retraité, mais vous pouvez justifier de vos moyens. Peut-être que c'est que vous avez votre pension retraite ou alors vos investissements pendant que vous étiez en train de travailler, ainsi de suite, que ces moyens peuvent vous permettre de venir vivre sur le territoire américain sans aucun risque que vous soyez une charge publique pour le gouvernement américain. Ou alors, si vous ne pouvez pas travailler, vous devez le justifier par peut-être que vous avez une maladie chronique, vous avez peut-être une maladie rare, vous avez une situation sanitaire compliquée et vous devez le justifier. Huitième question, c'est as-tu une autorisation de travail si vous êtes aux États-Unis? Ça, c'est notre huitième question. Si vous êtes aux États-Unis, le scénario le plus pire, lorsque vous allez demander une extension de visa, lorsque vous allez demander un regroupement familial ou alors lorsque vous allez demander un changement de statut, si vous êtes aux États-Unis, c'est l'hypothèse la plus pire. Ça veut dire que si vous êtes aux États-Unis, première chose, vous êtes officiellement aux États-Unis, vous avez les documents. Deuxième chose, vous avez l'autorisation de travailler. Troisième chose, vous n'avez pas de travail. Quatrième chose, vous n'avez pas un passé professionnel. Vous n'avez pas eu un travail les 3 derniers mois. Cinquième chose, vous n'avez pas une offre d'emploi, une promesse d'emploi nulle part. Mesdames, messieurs, si vous vous engagez sur cette voie pour demander un changement de statut, une extension de visa ou alors un regroupement familial, vous répondez à ces 5 petits critères, sous-critères que je viens de énumérer pour cette 8e question. C'est le scénario le plus pire. Vous pouvez déjà être sûr que cela jouera négativement, très très négativement sur votre dossier. Donc, pour résumer, toutes les questions que nous avons posées sur la question de l'âge, sur le facteur âge, rappelez-vous, la dernière vidéo, je vous ai dit, tout ceci n'est pas, une dissertation, ce n'est pas de la parole biblique, ce n'est pas, vous ne prêchez pas dans l'air n'importe comment. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer avec vos documents et savoir utiliser vos informations. Répondez à toutes ces questions que nous avons posées ensemble. Faites vous-même votre petite auto-évaluation et soyez prêts pour ce premier facteur. Dans nos prochaines vidéos, on va s'intéresser à la santé, c'est-à-dire comment est-ce que votre santé ou vos conditions de santé pourront jouer de façon négative ou positive pour votre demande de visa ou bien de votre obtention de la green card. Donc, mesdames, messieurs, comme promis, on va le faire. Et vraiment, le plus important à savoir, c'est que oui, ils ont durci la loi, c'est devenu de plus en plus difficile, mais il faut vous approprier cette loi. Faites un effort de se l'approprier et le seul moyen, c'est d'écouter les gens qui sont disponibles à partager avec vous les expériences, d'écouter les conseils, de savoir faire le tri entre ce que les gens vous disent. Vous allez m'écouter, ok, mais vous n'avez aucune garantie que je vous dis la vérité. Je peux vous mentir, je peux vous raconter des histoires. Mais vous seul, vous avez la jugeote, vous savez exactement qu'est-ce qui peut être logique, qu'est-ce qui peut être logique dans ce qu'on vous dit. Et vous avez un peu une idée de ce que c'est que les États-Unis, du moins à partir de l'extérieur. C'est-à-dire que vous savez qu'ils ne font pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit des procédures. Donc, tout ce que, quand on a sorti le système de charge publique, sachez que le but, le but in fine, c'est de réduire au maximum, c'est d'amoindrir au maximum la distribution des visas
dans le monde entier, visa américain. C'est ça le but. Et donc, il faut travailler à mériter, à gagner votre visa. Il faut travailler. Et le travail n'est pas juste d'être vous et puis d'avoir peut-être l'argent. Non. Le travail désormais, c'est d'être vous, d'avoir l'argent et puis d'avoir la bonne information pour pouvoir suivre les bonnes procédures. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas, il faut aimer, commenter, partager et puis souscrire. Merci. Bye bye.